RCF. Ok, donc bienvenue à tout le monde. Pour parler de souveraineté alimentaire ou à nous demain. Donc le sujet là, ça va être de discuter sur comment on fait pour tendre vers de la souveraineté alimentaire, tout en favorisant une alimentation saine, qui est un des sujets d'aujourd'hui, notamment beaucoup en agriculture. Et on va parler de comment on le fait sur les territoires au niveau local, mais aussi qu'est-ce qui se passe dans les pays du Sud sur ces sujets-là. Quelle complémentarité aussi un peu nord-sud on peut trouver. Donc pour parler de ça, on a avec nous Patrick Nardin, qui est le maire de la ville d'Épinal, Aurélie Laurent, chargée de mission CCFD Terre Solidaire, et Daniel Collin, président de l'association Les Jardins de Cocagne. Moi je me présente en 2 mots, je dirige une agence qui s'appelle Terra Vita Project, qui est une agence conseil sur les filières agroalimentaires. Donc c'est un sujet qui me parle particulièrement. Et ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, nos 3 intervenants vont nous parler de ce sujet et de leur vision de ce sujet. Et puis après, à la fin, il y aura un petit temps d'échange, une moitié plutôt du temps, un temps d'échange où vous pourrez leur poser des questions directement. Voilà. Donc je propose qu'on commence, Aurélie. Enfin déjà, vous allez pouvoir vous présenter tous les 3 un par un. Et après, je propose qu'on commence avec Aurélie sur ce thème. Si ça vous convient ? Très bien. Je me présente ? Ouais. Donc bonjour. Faut que ça marche. Bonjour à tous. Du coup, moi je m'appelle Aurélie Laurent. Alors je suis chargée de développement associatif. Donc du coup, je suis plutôt je travaille beaucoup avec des bénévoles et autour de projets ici en région Lorraine. Je suis salariée sur toute la région Lorraine et je travaille du coup au CCFD Terre Solidaire, qui est une ONG française de solidarité internationale. Je vais laisser les autres se présenter. Donc Daniel Collin, donc je suis président des Jardins de Cocagne. Les Jardins de Cocagne, c'est donc un chantier d'insertion. C'est-à-dire que notre mission première, c'est l'insertion, donc les personnes éloignées de l'emploi. Et donc on assoit cette insertion sur une activité de maraîchage. Pas que, mais principalement de maraîchage. Je pense que je vous en parlerai tout à l'heure. Bien, bonjour, Patrick Nardin, maire d'Épinal. Si on m'a invité aujourd'hui, c'est pour parler de projet alimentaire de territoire. Depuis le début de ce mandat, nous tentons d'inscrire la ville en transition, donc beaucoup de sujets qui nous occupent, notamment la recherche de l'autonomie énergétique, mais aussi de l'autonomie alimentaire. Et donc, c'est ce sujet-là que je vous présenterai tout à l'heure en vous faisant un point d'étape, là où on en est aujourd'hui sur ce projet. Super. Eh bien, merci. Et c'est vrai que quand on pense souveraineté alimentaire, on pense beaucoup local et à production de territoire, mais il y a aussi les filières du Sud. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Aurélie, sur le sujet ? Oui. Du coup, moi je vais vous présenter un petit peu le CCFD Terre Solidaire d'abord, parce que je pense que c'est important de remettre le contexte. Donc le CCFD Terre Solidaire, c'est une ONG française de solidarité internationale et de développement. On agit contre toutes les formes d'injustice, et donc la première, c'est celle de souffrir de la faim. Donc c'est une ONG qui est créée en 1961, et nous accompagnons chaque année plus de 500 associations locales dans 70 pays du monde. Sur 4 domaines d'action, donc l'immigration internationale, paix et vivre ensemble, justice économique, et la souveraineté alimentaire. Donc c'est pour ça qu'on a été invité aujourd'hui, parce que c'est vraiment un peu le cœur de notre métier. Et donc je voulais débuter par vous donner la définition que nous au CCFD Terre Solidaire on a pour définir la souveraineté alimentaire. Donc c'est le droit des peuples à une alimentation saine, dans le respect des cultures, produite à l'aide de méthodes durables et respectueuses de l'environnement, ainsi que leur droit à définir leur propre système alimentaire et agricole. C'est une définition qui avait été donnée au premier forum mondial de la souveraineté alimentaire, où il y avait plus de 600 participants à Niéli, au Mali. Et c'est intéressant parce qu'il y avait 600 délégués qui étaient présents, originaires des 5 continents. Donc c'est pas une définition qui est sortie de la tête d'une personne, mais de 600 personnes du monde entier. Je voulais revenir un petit peu sur le contexte de la faim dans le monde, parce que nous c'est pourquoi on travaille. Il y a 3 grandes causes structurelles de la faim, qui sont le dérèglement climatique,
donc les événements climatiques extrêmes, comme par exemple des tsunamis, la sécheresse, les guerres et les conflits. Donc le fait d'être dans un pays où il y a des conflits, ben forcément c'est plus difficile de se nourrir. L'autre cause structurelle, c'est les inégalités, donc la pauvreté, le patriarcat, les faibles financements du développement et de plus en plus maintenant la spéculation sur les denrées alimentaires. Je pense qu'on en a entendu beaucoup parler suite à ce qui s'est passé du fait du Covid et du coup de la crise, la guerre en Ukraine. Du coup, nous, l'utopie de construire la souveraineté alimentaire, c'est de permettre à tous l'accès à une alimentation durable. À tous et surtout dans le respect des droits humains. On essaye de remettre du coup le petit producteur au centre du système agricole et alimentaire. Donc c'est aussi ce qui se passe en France, bien évidemment. J'essaye de généraliser un petit peu. Et on se base beaucoup sur ça par rapport à l'agroécologie paysanne et solidaire. C'est un grand mot, c'est ce qu'on utilise maintenant de plus en plus. Donc voilà, je vous ai un peu posé les bases. Je trouve que c'est important de repartir un peu du général pour revenir vers quelque chose de plus local. Et là, je vais vous donner l'exemple d'une association partenaire du CCFD en Thaïlande qui s'appelle Towards Organic Asia. Et leur objectif à eux, à cette association, c'est de nourrir la population locale de manière à promouvoir le bio et l'organique. Et donc en fait, cette association, elle accompagne des communautés qui sont locales dans 5 pays différents, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, le Vietnam et Myanmar. Et donc je vais vous donner un témoignage d'une des personnes qui était venue nous présenter en fait concrètement ce qui se passait dans sa communauté. Donc la communauté, elle s'appelle Mata, elle est au nord de la Thaïlande. En fait, c'est un projet d'agriculture durable qui s'était mis en place. Donc je pense qu'on peut imaginer des fois qu'à l'autre bout du monde, on est beaucoup dans justement quelque chose de local, etc. Mais suite à beaucoup de transnationales, en fait, il y a beaucoup de terres qui ont été accaparées, achetées. Et du coup, c'est tout un retour en arrière qu'on est en train de faire à l'heure actuelle, justement pour remettre en place les communautés qui sont sur place. Donc le projet, en fait, il se base sur un réseau au sein de la communauté qui s'appuie beaucoup sur la transmission intergénérationnelle. Le fait que ce soit en fait les anciens qui apprennent aux plus jeunes. Ce travail se fait grâce à l'utilisation des terres, de l'eau, des forêts, de manière respectueuse pour l'environnement. La grande particularité des pays du Sud, donc là je parle de manière générale, mais aussi du coup en Thaïlande, c'est la préservation des semences. C'est souvent un savoir qui est traditionnel, qui a été appris de génération en génération. Et en fait, il y a eu une coupure au moment où justement les multinationales se sont installées dans les pays. Et du coup, ce savoir, il s'est un peu perdu. Et donc cette communauté, justement, permet de réapprendre ça. L'expression qui a été souvent dit quand on avait rencontré la partenaire, c'était de dire « les semences, c'est la vie ». En fait, sans avoir justement la matière première, on ne peut pas finalement développer quelque chose, quoi. Donc c'est essentiel pour leur alimentation, leur façon de vivre, de consommer, et pour du coup la diversité biologique. Nous on a un système quand même où on a tendance à avoir qu'une céréale dans un champ, et eux ils ont quand même justement redéveloppé le fait que les céréales et les plantes doivent être les unes et les autres avec. Chaque année, du coup, dans cette communauté, ils organisent un festival qui s'appelle Good Seed, Good Food, donc les bonnes semences et la bonne nourriture. Et dans ce festival, en fait, ils parlent d'alimentation locale. Ils représentent des nouvelles recettes que les différentes communautés puissent découvrir, avec des produits de coût locaux, des semences biologiques, sans OGM, bien évidemment. Lors du festival, il y a des distributions et il y a des échanges de semences d'une communauté à l'autre, justement pour que ces semences ne meurent pas et ces plantes ne meurent pas. Un festival comme celui-là, il permet vraiment aux populations de prendre conscience de l'importance des produits biologiques qui sont du coup bons pour la santé et pour l'environnement. Et ce que j'ai envie de vous faire retenir, c'est surtout que en fait, du coup, tous ces légumes, toutes ces céréales qui sont produites dans un premier temps vers leur propre consommation. Donc on part vers l'intérieur. Déjà, on fait quelque chose pour notre communauté, qu'on puisse nous-mêmes nous nourrir. Et après, éventuellement, s'il y a du surplus, on le vend. Voilà. Je vais laisser la parole.
Super, merci Olivier. C'est vrai que quand on pense souveraineté alimentaire, aujourd'hui on pense beaucoup local autour de chez nous. Et on voit que dans les pays du Sud, c'est aussi un enjeu d'être produire local pour les populations locales. Donc on va continuer ce sujet justement pour parler de ce qui se passe chez nous. Donc je propose qu'on passe sur Patrick et sur les projets justement ici de souveraineté alimentaire et de projets d'alimentation sur le territoire. Qu'est-ce qui est fait? C'est quoi les enjeux, les questions qui se posent? Voilà, où est-ce qu'on en est un peu? Bien, je voudrais juste revenir un peu au début de l'histoire. En 2018, j'étais premier adjoint et le maire de l'époque m'avait demandé de reprendre le dossier de la restauration scolaire. C'est un dossier que je maîtrisais peu, donc j'ai voulu comprendre déjà avant de m'engager sur quelque chose de nouveau comment tout cela fonctionnait. À Épinal, nous avons un marché avec une entreprise privée qui s'appelle Elior, et puis nous avons la chance d'être propriétaire de notre cuisine centrale qui produit à l'année 650 000 repas. Le besoin pour la commune, c'est-à-dire pour nos restaurants scolaires, mais aussi, donc tout ce qui concerne le primaire, compétences de la ville, mais également nos résidences seniors, les résidences seniors qui sont gérées par la ville, c'est 150 000. Voilà. Et le potentiel, c'est 650 000. Donc je me suis intéressé à comment fonctionnait ce marché, et à ma grande surprise, finalement notre cuisine centrale, on cuisinait peu. C'était plutôt de l'assemblage, puisque les repas étaient des repas industriels, venant le matin très tôt, assemblés, un peu de plus-value à la cuisine centrale, et ensuite ça repartait dans nos écoles. Donc dans le cadre d'un nouveau marché, on a déjà mis un cahier des charges plus contraignant, avec comme objectif que 75% des produits qui sont dans l'assiette de nos enfants viennent du territoire. Et puis d'autre part qu'on se mette à cuisiner dans notre cuisine centrale. Donc on a là aussi élaboré un cahier des charges. Et puis voilà, le marché a été lancé, les choses vivent de cette manière-là. On a mis des durées de marché bien plus courtes que précédemment, l'objectif étant un jour de pouvoir avoir un projet plus ambitieux. Donc depuis cette date, je travaille à un projet plus ambitieux, et depuis le début de ce mandat, qui m'a amené à être le maire de cette ville, on accélère les choses. Objectif, c'est de produire nous-mêmes. Donc nous avons développé une régie maraîchère, nous sommes dans une phase d'expérimentation, nous avons embauché un maraîcher, nous avons la chance ici à Épinal d'avoir 60 jardiniers puisque nous produisons nous-mêmes nos fleurs, et donc il suffisait aussi d'accompagner, de former nos personnels à accompagner le maraîcher dans son travail au quotidien. Nous avons travaillé nous avons formé nos personnels avec Bio Grand Est, mais également avec l'école de Roville-aux-Chelles. Nous avons produit l'année dernière sur 1 hectare 3,8 tonnes de légumes et de fruits, sachant que l'objectif, c'est de produire en septembre 2024, à la rentrée 2024, de produire 1500 repas par jour pour nos écoles et nos résidences seniors. Mais quid de la cuisine centrale? Donc là aussi, notre objectif est de reprendre la main et d'être en régie également sur la cuisine. Mais nous avons un potentiel de 650 000 repas. Donc beaucoup d'interrogations sur quel est le devenir de la cuisine. Elle mérite des travaux. Est-ce qu'on engage des travaux? Est-ce qu'on en construit une plus petite qui répond aux besoins du territoire et uniquement du territoire, puisque dans les 500 000 repas autres produits par la cuisine centrale, nombreux repas partent dans le nord de la Moselle. Donc on voit bien que l'empreinte carbone n'est pas au rendez-vous. Donc tout ça, ce sont des questions que l'on se pose. Ça, c'est le premier volet. Et donc, régie maraîchère, on aura besoin de 6 hectares. On est en train d'acquérir le foncier nécessaire. On est en train d'acquérir les savoirs. Alors, c'est la manière de cultiver, mais ça a été aussi la révolution. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on faisait le menu et puis on allait acheter. Maintenant, le menu, on le fait plus tard. On regarde ce que la nature nous donne et on élabore nos menus en fonction de ce qu'elle nous procure. Et puis, au-delà de ça, on a créé toute une relation entre nos écoles, le maraîcher, nos écoles, le cuisinier avec le maraîcher. Donc, au-delà de ça, c'est un vrai
projet pédagogique autour de la santé, autour de la malbouffe, autour du gaspillage alimentaire, de la nécessité d'aller vers une production raisonnée, sachant que l'objectif, c'est de produire 100% bio. Nous avons été chercher une petite ville qui est pionnière en la matière, que vous connaissez si vous vous intéressez à l'alimentaire, qui est Mouansartou, qui se trouve au sud de Grasse. Nous avons matché avec eux dès le début de l'histoire et nous échangeons beaucoup. Nous sommes allés chez eux, ils sont venus chez nous. Nous avons eu une étudiante en BU qui bossait sur ces sujets-là, qu'on a accueilli pendant 2 ans, qui a regardé si on produisait nous-mêmes, si on n'allait pas bouleverser le marché. On a vu qu'on avait beaucoup de place, puisque le département des Vosges, il y a très peu de maraîchers, et puis qui a travaillé aussi sur le gaspillage alimentaire. Donc ça, c'est le premier volet. Je pense que nous serons prêts en septembre 2024. Deuxième volet, c'est de pouvoir, puisqu'on parle de souveraineté alimentaire, là c'est une goutte d'eau, puisque je parle de souveraineté alimentaire pour le territoire, c'est de pouvoir accueillir des maraîchers, respectant un cahier des charges qui tourne autour de production raisonnée, d'une production 100% bio. Donc là aussi, on est en train d'acquérir des terrains pour pouvoir accueillir de jeunes maraîchers. J'ai eu une opportunité il y a quelques mois, je regarde un de mes adjoints qui est du quartier de Saint-Laurent, un maraîchage à Saint-Laurent qui a cessé son activité, la personne est décédée, ses terrains allaient tomber dans les mains d'investisseurs et on a sauté sur cette opportunité, rentré en négociation avec la succession et nous avons passé la semaine dernière en conseil municipal l'achat de ce maraîchage. Je travaille avec la Chambre d'agriculture pour lancer un appel d'offres avec un cahier des charges, là aussi 100% bio. L'objectif étant de pouvoir accueillir un jeune maraîcher. Mon objectif n'est pas de gagner en revenus locatifs sur ce terrain, mais c'est plutôt de pouvoir accueillir un jeune maraîcher. Très souvent, ils ont du mal de s'installer parce qu'il y a un problème de foncier, puis de coût du foncier. Donc là, notre objectif à nous, c'est de pouvoir accueillir un jeune maraîcher. Et ça sera un cas d'école, puisqu'on souhaite développer ça en périurbain. L'objectif, c'est qu'on puisse produire en périurbain. Voilà un peu les contours de ce projet. On veut aussi démontrer que le bio, c'est moins cher. Alors vous connaissez aujourd'hui le problème que rencontre la production bio. J'étais invité par l'Assemblée Générale des agriculteurs bio des Vosges il y a à peu près 2 mois et ils me faisaient part de leur inquiétude, puisque si on était optimiste à la sortie de la crise sanitaire, on l'est un peu moins aujourd'hui. Et néanmoins, il y a des démonstrations à faire. Et cette démonstration, on la fera en prenant tous les coups. Quand la petite fraise qui vient d'Espagne au mois de décembre et qui tombe dans l'assiette d'un petit spinalien, derrière tout ça, il y a un coût. Et donc ça aussi, il faut qu'on arrive à l'évaluer pour qu'on parle de choses en tout cas de choses comparables. Voilà où à peu près où on en est aujourd'hui. Nous avons investi là dans une serre bichapelle qui va nous permettre d'accélérer la production, notamment tout ce qui concerne concombres, tomates, etc. Une période plus longue de production et un volume plus important. Nous nous sommes fait financer cette bichapelle par des subventions notamment de la région qui s'intéresse de près à notre projet. Nous avons remporté un prix national qui s'appelle Cantine Rebelle cette année. Et donc aujourd'hui, on accueille pas mal de villes qui viennent regarder ce qui se fait ici sur ce territoire. Et comme on est en phase d'expérimentation, on les associe bien sûr. Et on est rentré, j'ai oublié de le dire, très important, si des territoires voulaient faire la même chose, on est rentré dans un réseau de villes. Alors on est peu nombreux, mais vous avez quand même la grande métropole de Marseille, vous avez aussi la ville de Lyon, vous avez une petite ville en Bretagne, en tout cas des territoires qui s'intéressent de près justement à ce que vous avez décrit, madame, c'est-à-dire une production raisonnée. Alors pour nous c'est extrêmement important parce que Épinal, c'est 30% de logements sociaux, et dans nos cantines, quelquefois on accueille des enfants. C'est le seul repas équilibré de la journée. Et donc, il est très important qu'effectivement, on puisse accueillir un maximum d'enfants. On voit d'ailleurs que les inscriptions à la cantine scolaire, puisqu'on a amélioré la qualité, augmentent. Et puis, bien sûr, on a des tarifs
qui tiennent compte de la situation de chacun, puisqu'on est en quotient familiale, avec un coût pour la collectivité qui est aux alentours de 13 € le repas, mais le repas le moins cher, c'est 1,80 €. Donc on voit bien que aujourd'hui, je ne vais pas dire accessible à tous, parce que même à 1,80 € quelquefois, c'est compliqué, mais en tout cas au plus grand nombre. Eh ben, merci beaucoup pour ce témoignage, c'est très intéressant. Puis on voit à quel point ça révolutionne un peu tous les échelles, la manière de penser, reconstruire des filières à l'échelle du territoire, créer des nouvelles relations. Et du coup, Daniel, tu peux aussi nous dire justement, dans ces nouvelles relations, comment ça marche, les jardins de cocagne, pourquoi ça crée de l'inclusion aussi. Voilà. Alors peut-être juste pour la petite histoire avant de commencer, je suis donateur au CCFD, j'ai été longtemps militant et c'est quand j'ai pris la présidence des Jardins de Cocagne que j'ai arrêté d'être militant au CCFD, mais c'est une cause que je soutiens. Les Jardins de Cocagne, c'est donc, je l'ai dit tout à l'heure, un chantier d'insertion. Donc la mission, ça veut dire, c'est des gens qui sont au bord de la route en difficulté par rapport pour trouver un emploi, de les salarier chez nous sur une période maxi de 2 ans, de travailler un projet professionnel et de pouvoir rebondir, soit en ayant un emploi, une formation qualifiante. En tout cas, on travaille l'employabilité de toutes les personnes qui sont chez nous. Et cette activité, elle s'assoit principalement sur le maraîchage. Et le maraîchage, alors c'est intéressant à plusieurs aspects. Ça reste un des métiers premiers de l'homme, de faire sa nourriture. D'ailleurs, nous, on dit, on ne produit pas des légumes, on produit de la nourriture. Je pense que ça donne une valeur plus importante. Alors, quelques chiffres pour vous présenter les jardins de Cocagne. Donc, ça, je regarde peut-être des qui connaissent mieux. On a quoi? C'est 26 ans, c'est ça? Ça doit être, hein? Ouais, bon, même plus. 30 ans l'année prochaine. 30 ans l'année prochaine. Il y en a qui savent mieux que moi, c'est bien. Et donc, c'est en tout 60 personnes qui travaillent, une quinzaine de salariés, ce qu'on appelle permanents, et 45 salariés, alors bien sûr par rotation, qui sont en insertion. C'est 300 tonnes de légumes qui sont fabriqués sur 13 hectares et quelques. Donc une partie des hectares sont autour de Thaon-les-Vosges, à la prairie Claudel où on est, la grande partie, mais aussi un petit peu plus loin, notamment sur Épinal. Voilà, c'est 1500 adhérents et c'est, alors les chiffres, c'est entre 41 000 et 42 000 paniers qui sont produits par an de légumes. Et on vend aussi des paniers de fruits, c'est 8 000, entre 8 et 9 000. Mais dans les fruits, il n'y a qu'une petite partie que l'on produit, ce sont les fraises. Voilà, voilà les jardins de Cocagne. Peut-être on a parlé du bio. En fait, donc derrière le maraîchage et le bio, je trouve que bien sûr, on nourrit la personne au sens où il faut bien manger, mais on nourrit aussi intellectuellement, je trouve, en ayant, faisant du maraîchage bio, c'est-à-dire qu'on s'interroge sur mais qu'est-ce que je fais de la terre, comment je préserve la terre aujourd'hui, comment j'utilise l'eau, comment les modifications climatiques, vous savez, ce sont les paysans et les maraîchers qui la vivent en premier. Donc je trouve intéressant, et peut-être, alors j'allais dire d'autant plus, mais pas forcément, que, je veux dire, dans une activité d'insertion, on aille aussi toucher ces valeurs-là. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas que, l'insertion, histoire de se remettre dans un rythme de travail, de faire une formation qualifiante aussi. On amène aussi à une réflexion. D'ailleurs, dans nos activités, nous n'avons pas que la production de légumes, nous avons aussi de l'éducation à l'environnement, parce que ça va ensemble. Le but n'est pas de produire que des légumes, on les veut bio, mais c'est aussi que les gens apprennent à les produire, et plus que les gens qui y travaillent, les gens qui sont adhérents, et c'est même ouvert à d'autres. Voilà. Le projet est assez global, somme toute, d'une réflexion sur mais que fait-on de la terre pour nous nourrir? Merci Daniel sur le sujet. C'est vrai que c'est
C'est des questions très intéressantes qui nous touchent tous. C'est comment manger, d'où vient ce qu'on consomme, combien ça coûte. Et on voit que c'est toujours en mouvement, d'autant plus aujourd'hui avec l'inflation, les aléas climatiques. Et on fait tous un peu des arbitrages. Et on a besoin de local, et il y a aussi des filières plus lointaines qui produisent du local, mais on a aussi des échanges internationaux avec eux. Donc c'est des sujets complexes. Alors maintenant, ce qu'on peut peut-être faire, c'est que vous puissiez poser des questions sur ce que vous avez entendu et à nos intervenants. Besoin de précision. Voilà. Alors qui veut lève la main. Franck. Tu veux qu'on passe ? Une question à M. Nardin. Dans le cahier des charges, quand vous avez évoqué le chiffre de 75% fléché en local, j'ai un doute, 75% sur la partie maraîchage, pas 75% sur l'ensemble de l'assiette. Et si c'est 75% sur la partie maraîchage, ça représente quoi dans l'assiette pour un écolier, je sais pas, de manière économique ou par rapport à la quantité de nourriture qui est nécessaire. Et je pose peut-être les 2-3 questions qui suivent, qui vont avec. La question du 100% bio, de même ce serait sur les 6 hectares que vous avez évoqués. Est-ce que ça suffit ou pas ces 6 hectares pour faire les 75% et est-ce que c'est sur l'ensemble des repas que vous avez évoqués? Et peut-être enfin la question sur le bio, dans le cadre justement des contraintes climatiques auxquelles on fait face, est-ce que ce sera facile ou pas? Il y a la question de l'eau qui vient se rajouter là-dessus. Est-ce qu'il existe peut-être des labels qui seront peut-être pas de labels bio, mais des labels un peu plus faciles à tenir dans les années à venir? Et enfin, la question de la saisonnalité. Est-ce que ça nécessite à un moment de conserver des aliments, de les congeler? Est-ce que ça a aussi des conséquences énergétiques? Et alors, je réponds. Parfait. Bon. J'ai oublié de vous dire dans la phase d'expérimentation, c'est qu'on a un site pilote qui est un site qui s'appelle la 40 semaines, qui est un site où on développe les activités périscolaires. Et donc, on a souhaité en faire un laboratoire. Et donc, depuis l'année dernière, c'est 16 000 repas qui proviennent de la régie maraîchère et qui ont été cuisinés sur place. Donc, on a embauché un cuisinier. On a créé une cuisine sur le site. Et donc là aussi, il y a toute une animation avec les enfants, le cuisinier, etc. Mais ça nous permet aussi de pouvoir tester pas mal de choses. Alors maintenant, pour répondre à votre question, on a aussi des contacts avec des GAEC locaux, avec des producteurs, des maraîchers locaux. Et comme on est sur beaucoup de sujets, à un moment donné, j'ai dit aux équipes, il faut qu'on se pose pour nous structurer. Parce qu'il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées, notamment celles que vous venez de soulever, les questions que vous venez de soulever. Et donc nous avons lancé un appel d'offres pour retenir une assistance à maîtrise d'ouvrage qui va nous structurer dans la démarche et qui va répondre aux questions que vous venez de soulever. Alors sur les terres, on a de la chance, il y a beaucoup de sources. Donc elles sont dans le prolongement de ce qu'on appelle le cadre de vie, là où on produit nos fleurs, et là où il y a tous les ateliers des jardiniers, elles sont dans le prolongement. Là, en fait, c'était un site qui était voué à l'urbanisation et on a tout fait stopper. Et on va donc s'étendre en maraîchage sur ces terres-là qui sont très riches en eau. Voilà. Et puis le maraîchage que l'on a acheté, là, on est vraiment... On a beaucoup d'eau, il y a une grosse source aussi qui irriguait l'ensemble de ces terres. Mais cette assistance à maîtrise d'ouvrage, en fait, on a retenu une entreprise, un groupement d'entreprises très spécialisé sur tous ces sujets-là. Une entreprise plutôt sur la production, d'autres plutôt sur l'organisation de la filière, parce que notre objectif est aussi d'organiser la filière, puisqu'on a un tel besoin. Là, on parle que de légumes, mais on a besoin de viande, etc. Donc, à part le poisson, on ne pourra pas prendre... Non, ça sera sur l'ensemble des filières. Et là aussi, alors on en parlait avant de démarrer cette table ronde, mais on est en contact avec, on a une... donc vous étiez là... Je peux en parler après, la légumerie. La légumerie de Xertigny qui regroupe déjà des producteurs, etc. Donc on est en contact avec eux
pour les accompagner à s'organiser afin qu'ils puissent répondre à notre demande. Parce que j'espère bien qu'à un moment donné, on pourra produire plus que ce dont nos écoles ont besoin. Et donc, on a quand même des restaurants collectifs, qu'ils soient publics ou privés sur Épinal. Il faut simplement montrer le chemin, dire que c'est possible, et puis quelque part leur donner un peu la recette, sans faire de mauvais jeux de mots, et de pouvoir les accompagner, les coacher pour effectivement se structurer, s'organiser sur le territoire. Mais on a besoin d'une ingénierie. Je dirais même on a besoin d'ingénierie au pluriel, parce qu'on va toucher des sujets très, très différents. Merci beaucoup. Et si vous voulez compléter? Oui, on parle de souveraineté alimentaire, ça veut dire que sur un territoire, il faut structurer les choses. Derrière votre question, c'est est-ce qu'il y a le potentiel ou pas? En fait, il y a une initiative de la Chambre d'agriculture, de mémoire, je vais peut-être écorcher un peu le slogan, mais c'est « Mets les légumes dans ton champ, ça fera du beurre dans les épinards ». L'idée était d'amener de la diversité. Et en même temps que la Chambre d'agriculture des Vosges se posait cette question il y a quelques années, il y avait un certain nombre de chantiers d'insertion, d'autres associations, l'ODCVL qui est un client, qui a aussi des cantines scolaires, Vosginov qui est un groupe d'entrepreneurs qui réfléchit aussi sur le développement économique de la région. Et tout le monde réfléchissait à se dire qu'est-ce que l'on peut faire comme synergie. Et en fait, on s'est rendu compte que sur le territoire, il manquait un élément qui était une légumerie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent produire des légumes, mais bon, toutes les restaurations collectives ne sont pas à même de traiter le légume brut. Vous parliez de congelé, avec le congelé, on a abandonné les légumeries en général. Donc c'est créé une légumerie, justement, à Certigny, alors sous forme de chantier d'insertion. Bon, là, c'est un peu ma passion, donc je veux dire, voilà, j'ai tendance à promouvoir ce modèle-là. Et donc ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que sur le réseau, on va favoriser qu'il y ait de la production, parce qu'effectivement, les Vosges ne sont pas reconnus comme une terre maraîchère. Mais voilà, sachant qu'il y a un débouché, sachant qu'il y a un outil, sachant qu'il y a une volonté des collectivités d'utiliser du légume local, alors bio, pas bio, après là, les producteurs, à eux de faire le choix. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce que vous avez entendu? Oui, madame. Excusez-moi, je suis... Les micros. Je suis pas arrivée en avance. Les choses font que... je suis animatrice au CCFD Terre Solidaire, et principalement dans le domaine de l'éducation, la citoyenneté et la solidarité internationale. Vous avez parlé, je vous adresse la parole, je ne sais pas votre nom, excusez-moi, j'ai pas... Daniel. Voilà, c'est samedi, donc on tient partout. Donc, vous avez parlé de l'éducation. Et ça m'intéresse fortement. Je reviens d'Allemagne, où l'éducation et la citoyenneté dans nos établissements scolaires, donc un établissement scolaire en Allemagne qui regroupe 1800 élèves, l'éducation se fait sur le terrain. Alors, je fais le lien avec ce que vous avez fait et ce que vous avez dit. Et principalement, pouvez-vous compléter en ce qui concerne comment est faite l'éducation dans les jardins de Cocagne? Est-ce que c'est une éducation qui rejoint aussi la solidarité internationale? Enfin, c'est les thèmes principaux dont je suis un peu responsable des motifs. Alors, notre raison d'être au départ s'arrête le maraîchage, la culture de légumes. Donc l'éducation, ça tourne à l'environnement d'ailleurs, on dit. Ça tourne autour de ça. L'activité peut-être la plus importante, c'est qu'on accueille des scolaires, justement, parce qu'on pense que c'est là que ça se joue de manière importante. Donc on accueille à peu près entre 1500 et 2000 scolaires par an qui peuvent venir passer une journée, 2 journées, 2 demi-journées séparées, à qui on va faire pratiquer des gestes de jardinage, de maraîchage, de manière ludique, et on passe des messages en même temps que ça. Il y a aussi de l'éducation à l'environnement pour des adultes. Il peut y avoir des stages particuliers, très ponctuels et très techniques sur le compostage, sur de la biodiversité, comment faire un hôtel à insectes. Voilà. Je veux bien compléter ma sœur, parce que le sujet il est d'importance. Ici à Épinal, il y a une particularité que vous connaissez peut-être pas, c'est l'aménagement du temps de l'enfance. C'est-à-dire que
C'est une initiative de Philippe Séguin à l'époque, en 1989. Aujourd'hui, alors j'ai lancé là une grande consultation pour voir si les parents étaient toujours d'accord pour les 4 jours et demi, parce que c'est 4 jours et demi. Et donc, c'est plutôt une réussite, puisque 18 écoles sur 22 ont plébiscité l'aménagement du temps de l'enfant. Par contre, on revoit le contenu de cette demi-journée. Jusqu'aujourd'hui, c'était du loisir, culture, sensibilisation à l'environnement, sport, etc. Et là, il y a un groupe de travail que j'ai constitué avec des enseignants, des parents, pour travailler sur l'éducation à la citoyenneté. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on y met? Donc on y met l'homophobie, le racisme, on y met l'égalité femmes-hommes, on y met l'éducation à l'empathie, on y met bien sûr la protection de l'environnement, et puis la santé et notamment l'alimentaire. Et donc là, il y a tout un programme qui va être fait sur cette éducation-là, parce que c'était une éducation. Dans cette période, dans ce moment d'expérimentation, on a écrit des choses intéressantes. Hein. Quand vous faites goûter pour la première fois à un enfant un chou de Bruxelles, il ne prend pas ça forcément avec le sourire, mais quand vous y retournez 2-3 fois, après il aime. Quand vous lui faites goûter une crème brûlée, qui n'est pas de la poudre, mais avec du vrai lait, etc., au début il fait un peu la tête parce qu'il ne s'y retrouve pas, et puis après c'est plébiscité. Donc il y a vraiment une éducation au goût, il y a une éducation à d'où vient la nourriture, comment pousse une carotte, comment les transformer, etc. Et donc là, il y a effectivement tout un projet pédagogique à monter autour de l'alimentaire. Merci beaucoup. Et Aurélie, tu peux compléter aussi dans les pays que tu connais. Oui, du coup, je voulais reprendre la parole parce que c'est vrai que l'éducation, on le fait en France, comme on disait, et c'est important de faire de l'éducation à l'environnement auprès des personnes qui viennent. Mais c'est intéressant parce que c'est exactement ce qui se passe aussi à l'autre bout du monde, en fait. Justement, pour pouvoir transmettre quelque chose, il faut bien éduquer finalement sur d'où ça vient. Et cette notion en fait, de transgénérationnel, c'est aussi la base en fait, finalement de ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, mais du coup principalement aussi sur les légumes qu'on peut produire, la viande qu'on peut produire. Forcément, c'est pas du tout de la même façon que ça va se faire dans les pays du Sud. Mais c'est important justement de repointer ça, justement l'éducation, ça se fait partout, quoi. Super, merci Oli. Est-ce que vous avez d'autres questions dans ce que vous avez entendu? On peut peut-être, on n'en a pas parlé, mais on peut peut-être aussi la place de la viande hein, dans les repas. Hein. Donc on a aujourd'hui un repas par semaine qui est sans viande. Et on va passer à 2 certainement à la rentrée prochaine. Hein. Mais bien sûr, je rassure, nous travaillons avec des nutritionnistes, etc. Le repas est totalement équilibré. Oui, non. Je rebondis en fait. Effectivement, l'important c'est le CCFD ici. Tout est lié. On sait qu'on est dans un monde global, mais c'est bien parce que aussi à des moments donnés, on n'accepte pas de manger des fraises qui viennent, alors je vais dire du Chili, j'ai rien contre le Chili, mais qui viennent d'un autre pays, qu'on laisse aussi la place là-bas pour que les paysans, les agriculteurs là-bas produisent leur nourriture et pas notre nourriture. Donc il faut qu'on la produise nous ici et il faut qu'on évolue avec justement les modifications climatiques. Vous parliez de l'eau, c'est une vraie question aujourd'hui. Hein, avec comment on va adapter nos moyens de culture, si on veut continuer à faire du maraîchage. Et ça permet effectivement qu'à l'autre bout de la planète, les gens vivent dignement. On est vraiment en lien. Et Aurélie, tu peux peut-être justement une question que je trouve qu'on oublie souvent, c'est on parle du local ici, du local là-bas, mais il y a une agriculture vivrière justement dans les pays du Sud pour qu'ils puissent vivre, et aussi ces cultures d'export. Donc comment on fait pour combiner ça de manière équilibrée Bon, sinon Aurélie répond, comme ça vous êtes. Dites-moi. On n'a plus une nourriture. Il y a plein de choses dedans. Ah, vous voulez dire qu'elle n'est pas assez saine. Il n'y a plus d'alimentation. Oui. Oui. Ben, on pourra en parler juste après, je vous répondre. Oui, en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Laurent, c'est vraiment cette notion justement d'import-export, qui est finalement beaucoup dirigée par des multinationales qui viennent principalement du Nord.
Et en fait, sur quoi on essaye de repartir, ou en tout cas ce que les associations du coup partenaires du CCFD essayent de mettre en place dans leur pays, c'est vraiment en fait de partir de ce qu'on peut produire sur place, sur du local. Ça veut dire, parce qu'à l'heure actuelle, il y a quand même 1 personne sur 7 dans le monde qui souffre de la faim. Et bien évidemment, ces personnes-là, c'est principalement dans les pays du Sud. Et les premières victimes de la faim, c'est les agriculteurs. C'est quand même inimaginable que ceux qui nous nourrissent ne peuvent pas se nourrir eux-mêmes. Et donc, le fait de pouvoir se dire justement qu'on revient sur quelque chose déjà local, de pouvoir se nourrir soi-même, c'est finalement la base d'une société. Et nous, en France, on a cette chance-là d'avoir encore des agriculteurs qui, même s'il y a beaucoup de ventes, etc., la plupart quand même arrivent à se nourrir eux-mêmes, quoi. Je sais pas si j'ai pu un peu... Si, très bien, merci. Et bon, la question qu'on avait derrière, et vous avez commencé à répondre, c'est comment on fait pour produire une alimentation de qualité, bio ou pas bio, mais accessible au plus grand nombre. Ça a été... C'est effectivement la question des labels. Je ne sais plus si c'est vous qui disiez d'autres labels ou pas. Attention, le label bio, c'est revenir à l'origine, et donc c'est quand même, ça existe depuis longtemps. Il y a beaucoup de labels qui se sont développés. Le consommateur est perdu, donc vous faisiez allusion au fait que les agriculteurs bio souffraient en ce moment. On souffre aussi au niveau des jardins de Cocagne. Une des explications, c'est que le consommateur est perdu dans tous les labels, entre le zéro pesticide, entre haute qualité. Je crois qu'il y a un label qui est le bio, il faut peut-être le discuter, il faut peut-être qu'il évolue avec la société. Je ne suis pas spécialiste, mais voilà, c'est important qu'on puisse bien définir ce qu'est une bonne nourriture et que chacun ne cherche pas à avoir son label. On a passé commande à Bio Grand Est qui nous accompagne pour qu'on ait notre propre label. Donc il faut qu'on s'entende sur le cahier des charges. Si on prend la tomate, qui aujourd'hui nécessite beaucoup d'eau, il faut juste se rappeler que la tomate elle vient d'Amérique du Sud et qu'à l'époque on n'utilisait pas l'eau. Mais on l'a dégénérée. Et donc il faut qu'on arrive, quand on parle, il faut toujours faire attention effectivement au vocabulaire qui devient très rapidement du marketing. Production raisonnée, qu'est-ce qu'on met derrière production raisonnée? Produit bio, qu'est-ce qu'on met derrière bio? Mais il faut qu'on arrive à effectivement vers une production raisonnée, c'est-à-dire que nos tomates, si on met peu d'eau, la première culture, la première saison, elles ne seront pas terribles, mais les saisons suivantes, elles auront appris à résister. Et donc c'est toute cette production qu'il faut revisiter pour consommer, par exemple, moins d'eau, puisque c'est la question que vous avez posée tout à l'heure. Mais en tous les cas, nous, notre souhait, c'est de pouvoir travailler sur notre propre label. Et comme ça, nous serons les seuls responsables. Merci. Du coup, en vous écoutant, ça m'a fait un peu réagir de me dire, et de se dire en fait tous, finalement, effectivement, quand on dit consommer local, il y a aussi consommer local, mais des choses qui poussent chez nous, quoi. Et c'est un peu vraiment ce que du coup, par exemple, l'association dont je vous parlais, Organic AGE, du coup en Thaïlande, essaye vraiment de promouvoir. C'est le fait qu'il y a des semences qui existent, il y a des céréales, il y a des légumes, il y a des choses qui existent en fait chez nous. C'est ce qu'ils disent, je parle à leur place. Et en fait, finalement, il y a beaucoup de choses qui ont été mises de côté parce que l'international a fait emmener du maïs, a fait emmener des choses qui n'étaient pas de base chez eux parce qu'ils n'ont pas forcément les terres pour, mais qu'on essaye de faire pousser parce que c'est ce qui se passe à l'international. Donc là, on peut parler bien évidemment du soja au Brésil. Je pense qu'il y en a beaucoup qui en entendent de plus en plus parler, comme quand on déforeste pour pouvoir planter du soja, alors que de base, le soja pousse pas du tout au Brésil, quoi. Et donc du coup, c'est vraiment prendre cette notion de se dire quel est le pour et quel est le contre. Et du coup, le mieux dans tout ça, c'est vraiment faire une certaine éducation sur il y a des choses qui viennent de chez nous, et il faut aussi pouvoir le promouvoir, quoi. Donc autant au niveau local, ici autour d'Épinal et au jardin de Cocagne, mais aussi du coup dans les pays du Sud. Vous pensiez à la Mirabelle? Exactement, forcément. Et puis grâce à ce que vous faites, ça ramener aussi la biodiversité dans nos assiettes, quoi. Et arrêter de manger juste quelques céréales, etc., quoi. Ça, c'est vraiment l'éducation. Et... Voilà. Est-ce que vous auriez d'autres questions sur ce que vous avez entendu, Nicolas? Ouais, on a parlé un petit peu du réchauffement climatique, précisément. Est-ce qu'on arrive à se projeter? On parlait de ce qui pousse chez nous, de ce qui ne pousse pas chez nous. Précisément, dans 20 ans, qu'est-ce qu'il serait cohérent de faire pousser chez nous et qu'est-ce qu'il serait cohérent de ne plus faire pousser chez nous?
je ne suis pas assez spécialiste pour vous répondre à cette question-là. Aujourd'hui, on est déjà, la première étape, c'est dans l'utilisation de l'eau. Alors tout bêtement, on connaît l'arrosage par aspersion et le goutte à goutte, de généraliser le goutte à goutte, de travailler énormément par rapport à ce que la permaculture nous a montré, qui là permet aussi quand même, une production moins gourmande en eau. Voilà, il y a la biodynamie. Je vous dis ce qu'on travaille et ce qu'on regarde aujourd'hui au jardin de Cocagne. Vous l'avez en tête? Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, je crois que ça fait... alors peut-être certains connaissent ici Jean-Claude Morin, qui est un ingénieur agro et qui a été longtemps un pilier et qui reste encore bénévole au jardin de Cocagne. Qui a été longtemps au conseil d'administration, et ça fait peut-être 6, 7 ans, 8 ans qui nous est attention, il faut qu'on réfléchisse. Et donc on a travaillé, voilà les pistes sur lesquelles on travaille. Vous dire les légumes, est-ce qu'on va remettre en cause la tomate ou pas, je sais pas vous répondre. Je sais juste qu'à un moment donné, on a été sollicité, nous, par rapport à Rambervillers, l'usine d'incinération qui a été refaite et qui produit de la chaleur, et il y avait un projet de mettre des serres derrière et de faire de la production de concombres ou de tomates de manière toute l'année, en permanence. On a dit non, nous on peut pas aller on ne veut pas aller sur un projet comme ça. C'est pas ça. Et peut-être juste pour te dire, ce qui est important aussi de comprendre dans les grandes cultures, donc moins maraîchage, c'est tout ce qui est un peu la question du sol, qui commence juste à être redécouverte, à être traitée aujourd'hui. Et qui demande un peu une révolution agricole, mais qui est encore mal maîtrisée dans les grandes cultures. Voilà. Ça c'est sûr. Il y a aussi le développement, on n'a pas parlé, mais le développement de la permaculture. Généralement on dit quand on est dans des volumes importants, la permaculture c'est très difficile. Bon, il faut simplement prendre le sujet et puis regarder comment on peut l'adapter. Après on a beaucoup de questionnements. Je quitte l'alimentaire et je vais vers la forêt. Le plan d'aménagement de nos forêts, ici on a Denis, puisqu'il a en charge la forêt, on a un contrat qui était un plan d'aménagement qui était arrivé à échéance en décembre 2020, je crois. Nous ne cessons de l'avenanter, tout simplement parce que l'ONF, qui est quand même le spécialiste, doit nous accompagner pour nous dire quelle essence on va maintenant planter dans nos forêts. Et ils ne sont pas à même aujourd'hui à nous donner la bonne réponse. Alors on va les bousculer un peu parce qu'à un moment donné il va falloir quand même se dessiner, mais en tout cas il y a beaucoup de questions aujourd'hui qui se posent dans cette transformation qu'on est en train de vivre, bien sûr, et c'est vrai aussi pour l'alimentaire. Et du coup pour compléter avec les pays du Sud, qui est, en fait, c'est intéressant parce que justement, on dit toujours que tout est lié. C'est un peu le leitmotiv en ce moment de beaucoup de monde. Et en fait, on se rend compte justement, à l'heure actuelle, qu'il y a de plus en plus en fait, de personnes qui s'inspirent justement sur les expériences en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, je veux parler de l'Afrique du Sud après, mais dans les pays du Sud, justement parce que en fait, ils sont déjà dans cette position-là, avec des états de sécheresse, avec du coup les plantes qui ne poussent plus, qui sont bourrées aux OGM et du coup ils sont plus du tout qualitatives, et du coup en fait finalement on apprend d'eux parce qu'à l'heure actuelle eux ils essayent de mettre en place aussi des choses concrètes pour du coup nourrir les populations. Et donc là par exemple j'ai l'exemple d'Earth Lore Foundation, c'est une association partenaire du CCFD en Afrique du Sud qui eux travaillent beaucoup justement sur la culture du millet qui a complètement été abandonnée il y a une trentaine d'années. Principalement poussée par les politiques sur place qui disaient que c'était une plante qui était un peu vouée à l'échec, on va dire. Et du coup, il y a eu beaucoup de maïs et de maïs OGM qui arrivaient. Et en fait, ils se sont rendus compte que suite à ça, en fait, les sols étaient stériles. Le maïs, ça consomme beaucoup d'eau. On imagine en Afrique du Sud, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, du coup, à l'heure actuelle, il y a vraiment toute une désinformation aussi à faire sur... finalement, il y a des choses qui existaient avant, comme la culture du millet, qui est justement en train d'être remis en place. Et avec toute la production aussi de se dire on garde une partie de notre production pour pouvoir replanter l'année d'après. Donc c'est vraiment quelque chose qui est sur du long terme. Et ça je pense vraiment qu'on a à prendre en fait des personnes qui sont dans les pays du Sud, quoi. Merci Aurélie, il nous reste juste 2 petites minutes. Donc ce que je vous propose c'est un petit peu chacun dire une phrase de fin, un mot de la fin et peut-être une idée forte à retenir sur cette question de souveraineté alimentaire.
Est-ce que Oli, tu as une idée ou tu veux dire quelque chose, un petit mot de conclusion? Du coup, alors, je propose dès maintenant, j'ai fait des petits flyers juste pour un petit rappel du CCFD puis de la définition. Je trouvais que c'était intéressant si vous vouliez repartir avec. Du coup, moi, ce que je voudrais juste terminer avec ce que vous pouvez repartir, en tout cas de ce qu'on fait au CCFD, c'est vraiment de se dire qu'en fait, chaque peuple devrait, et chaque communauté devrait en fait être souverain sur ce que lui aimerait manger, et pas forcément que ce soit imposé par l'autre. Et donc du coup, tout ça, ça passe par manger local et manger consciemment. Voilà. Super. Juste rappeler une évidence, c'est nous qui choisissons ce qu'on mange et où on va acheter nos produits et d'où viennent nos produits. Donc démarrons là et après ça suit. Moi, c'est de l'optimisme. On a souvent tendance à dire tant que les États ne s'y mettent pas, ce sont des gouttes d'eau et donc on n'arrivera pas à renverser les choses. Moi, j'ai toujours pensé que les solutions viendraient des territoires et donc à nous d'être des disciples et de démontrer que c'est possible. Alors aujourd'hui, on est à l'échelle communale. Je vois qu'autour de nous, on était assez isolés, mais je vois maintenant qu'autour de nous, ça commence à bouger au niveau de l'EPCI, au niveau de l'agglomération. On regarde attentivement ce qui est en train de se faire sur la commune. Puis après, je suppose que le département fera la même chose, mais tout doit venir des territoires parce qu'on a les réseaux et puis c'est ici où on expérimente. Super, bravo. Merci à nos 3 intervenants, c'était très intéressant. Merci à vous. Et il y aura une prochaine rencontre dans 10 minutes sur Villes et villages en transition. Bonne continuation. RCF